Mesdames, Messieurs, bonjour. Le prochain forum va débuter. France-Afrique, Afrique-France et après, comment repenser des partenariats stratégiques équilibrés. Participe à ce forum Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Christine Fage, ambassadrice de France au Sénégal, Nathalie Delapalme, directrice exécutive et membre du board de la fondation Mo Ibrahim, qui nous rejoindra d'ici quelques minutes parce qu'elle a été bloquée dans l'Eurostar. Et la modération sera assurée par Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network et enseignante à Sciences Po Paris. The floor is yours. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette session, tout comme pour les autres. C'est un immense honneur pour moi d'avoir été invité par la Fabrique à modérer ce panel de particulièrement haut niveau, notamment en raison de la présence de Monsieur le ministre qui a réussi à prendre sur son temps précieux pour venir s'exprimer devant vous. Je pense qu'il est important également de se réjouir de la composition de cette table ronde, puisque vous avez, outre Monsieur le ministre, donc une ambassadeur de France. Alors, je ne sais pas si vous dites ambassadeur ou ambassadrice, je sais que ça varie. Hein, vous préférez ambassadrice, d'accord. Alors, pardon, je sais que c'est pas le cas, l'ambassadrice de France au Sénégal, et également Madame Nathalie Delapalme, qui est la directrice exécutive depuis un grand nombre d'années de l'une des fondations de recherche sur la gouvernance en Afrique les plus influentes sur le continent, puisqu'elle a été fondée par Monsieur Mo Ibrahim, qui est une personnalité que vous connaissez peut-être et qui a particulièrement bien réussi, notamment dans les affaires. Vous avez peut-être entendu parler notamment de ce prix Mo Ibrahim, qui est décerné notamment aux chefs d'État qui acceptent de quitter le pouvoir, ce qui est très particulier, mais ce qui dit beaucoup de la façon dont fonctionne la gouvernance en Afrique. Nous allons rapidement commencer nos discussions, mais je voulais quand même revenir sur le thème particulier de ce panel, donc France-Afrique, Afrique-France, et après, comment repenser des partenariats stratégiques équilibrés. Cette question, comme vous le savez, a fait la une des médias pendant plusieurs années, peut-être pendant 5 ans. Elle est moins sur le devant de la scène depuis 2 ans environ, mais elle reste au cœur des préoccupations, non seulement bien sûr de la diplomatie française, mais également d'un grand nombre d'acteurs variés, notamment ceux du monde académique et de la recherche. Parce qu'il s'est produit, notamment à la faveur de la crise sahélienne, qui a été le détonateur de ce qui a révélé une fracture dans les relations entre la France et certains pays africains, on s'est aperçu qu'un grand nombre d'analyses avaient été formulées par des chercheurs de toute nationalité, aussi bien français, aussi bien qu'européens, qu'américains, mais surtout ouest-africains, sahéliens, africains plus généralement. Et ces analyses se sont révélées rétrospectivement assez justes et malheureusement sont soit passées inaperçues par différents cercles de décision, non pas seulement par la diplomatie, mais par les autres acteurs de la politique étrangère et de sécurité française, mais également ont parfois été perçus comme des critiques acerbes, alors qu'ils se voulaient
plutôt constructif. Et j'aimerais que ce panel permette aujourd'hui d'avoir cet échange entre des regards différents sur une relation qui, je pense, nous préoccupe tous. Donc je vais vous laisser sans tarder la parole, Monsieur le Ministre, simplement pour vous expliquer le déroulement de la session. Donc chacun des 3 panélistes va pouvoir exprimer sa vision des relations entre la France et l'Afrique. Et ensuite, j'essaierai de lancer un certain nombre de problématiques qui, à mon avis, sont importantes dans le contexte actuel pour amener justement, non pas seulement à faire des constats, mais également à dessiner des solutions. Voilà, la parole est à vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, chère madame. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous et je dirais même honoré de voir une salle aussi comble. C'est la preuve, s'il en fallait, que à la fois les événements organisés sont dignes d'intérêt et puis aussi que le sujet traité aujourd'hui est un sujet qui vous importe. Et en tant que ministre du gouvernement français, du pôle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je vous dirais que j'ai particulièrement un intérêt dans le sujet qui est traité, puisqu'en même temps, je proviens du continent africain, puisque moi-même suis mahorais, originaire de l'île de Mayotte, qui, comme vous le savez, est le 101e département français, situé entre Madagascar et le continent africain. Donc c'est un sujet qui me parle, c'est plus que ça, qui m'importe énormément. Et vous le comprendrez que j'en parlerai avec mon cœur, avec mes tripes. Et avant de commencer, je vais quand même essayer de poser le cadre, et notamment le cadre de notre action doctrinale au sein du ministère, des relations entre les pays du continent africain et la France. Comme vous le savez, il y a 8 ans, en 2017, dans le cadre de son discours de Ouagadougou, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé un discours qui a ouvert une nouvelle ère dans les relations entre notre pays et les pays du continent africain. Le président, dans son discours, a notamment dressé le constat que le rayonnement de la France en Afrique ne passait plus par une approche exclusivement sécuritaire, mais par la solidité de nos partenariats, par nos échanges économiques, par la diplomatie culturelle ou par les combats portés ensemble avec nos partenaires africains sur les enjeux globaux. Ce postulat appelait un changement de méthode pour bâtir notre avenir commun sur des bases de réciprocité, d'écoute, de respect, de prospérité mutuelle. Permettez-moi d'ailleurs une anecdote personnelle. J'ai récemment eu l'occasion de me rendre au Kenya et d'expliquer à mes homologues ministres kenyans les nombreux liens culturels existants entre Mayotte et la culture swahili, à l'exemple du tarab, qui est une musique partagée entre la côte africaine et l'archipel des Comores et Mayotte. Et au sein de cette zone, le shimaoré, qui est l'une des 2 langues parlées à Mayotte, qui est aussi ma langue maternelle, est utilisé couramment. Et fort de cette proximité qui me permettait, en fait, alors que c'est la première fois que j'échangeais avec des homologues, avec un homologue kenyan, en plus de l'anglais, en plus des autres langues, nous avons échangé, lui en swahili et moi en shimaoré. Et ça nous a permis de nous rapprocher, de nous rendre compte qu'à 2 heures à peine
de distance, eh bien, nous avions une île française et un pays puissant du continent africain avec lequel nous partagions en commun cette langue. Je l'ai invité à venir à Mayotte, ce qu'il a accepté de faire. Et sur la base de cette discussion, sur la base des liens que nous avons commencé à nouer, nous avons lancé l'opération Choisir Mayotte. Et une opération d'autant bienvenue que, vous le savez, cette île a été frappée récemment par un cyclone dévastateur. Et nous avons ainsi commencé à co-construire des partenariats nouveaux entre le Kenya et mon île natale, mais aussi renforcer les partenariats existants avec une autre île française de l'océan Indien que vous connaissez, qui est l'île de la Réunion. Donc, étant parti sur ces bases dont je viens de vous résumer la consistance, les liens ont été autres et nous avons très rapidement progressé dans ces relations. Eh bien, ce sont ces relations d'un nouveau genre, avec des points communs que nous avons à cœur au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de mener avec nos partenaires des pays africains. Et ces rapports supposent aussi, quand il le faut, de regarder les choses en face, y compris lorsqu'il y a une histoire commune douloureuse que nous partageons, et vous connaissez toutes et tous l'histoire coloniale. Nous avons donc ainsi pu accélérer, intensifier et continuer à collaborer. Parmi les points de convergence et les sujets que nous travaillons avec nos partenaires africains, il y a bien évidemment la jeunesse. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est la jeunesse, et notamment les perspectives de la jeunesse dans mon île, qui m'ont conduit à faire de la politique, alors que jusque-là, j'étais avocat et que j'exerçais tranquillement mon métier. Et quand, continuant à exercer, voyant la situation évoluer, la situation actuelle déjà, et puis celle qui se profilait à l'horizon, notamment le sort de la jeunesse, moi j'ai décidé de me lancer pour essayer de trouver des solutions par rapport à notre jeunesse. C'est donc notre premier objectif, la jeunesse, qui est de renforcer nos relations avec la jeunesse et les sociétés civiles africaines. Sur le continent, vous le savez, 70% de la population a moins de 35 ans. Ce renouvellement générationnel transforme le rapport que l'Afrique entretient avec le monde. Vous me mettez qu'il me reste 3 minutes, mais je vais prendre mon temps pour vraiment asseoir le sujet. C'est tellement important, et vu, je pense, la composition de la salle, je pense que vous souhaiteriez que je continue à tranquillement développer en fait, les prémices au débat. Le débat viendra, mais... Le débat viendra, mais nous devons quitter la salle à 55. C'est juste, voilà. Aucun problème. Voilà. Et donc, je disais que, s'agissant de cette jeunesse, je vais un petit peu plus accélérer, il y a tous les déplacements que j'ai faits sur le continent africain ont donné un volet traitement des sujets de la jeunesse, que ce soit la formation, que ce soit l'emploi. Et si le sujet de la jeunesse peut être couplé avec une autre valeur que je défends énormément, l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien ça tombe très bien. Autre volet aussi, les diasporas. Les diasporas, vous savez que 7 millions de personnes vivant en France ont un lien avec le continent africain. Ces diasporas
contribue au renouvellement de ces relations dont je vous parlais tout à l'heure, les diasporas, qu'elles soient congolaises, camerounaises, malgaches. Je pense que si certaines ou certains d'entre vous suivez mon activité, ce que je suis en train de vous dire vous parle, parce que effectivement, il ne suffit pas de le dire, mais aussi il faut à chacun de ces déplacements voir comment les formations se font, voir comment on prépare cette jeunesse à entrer dans la vie active. Et notamment le sujet de l'entrepreneuriat est hyper important. Mon premier déplacement en tant que ministre sur le continent africain s'est fait en Côte d'Ivoire, et c'était notamment pour aller signer une convention de 80 millions d'euros de financement de l'AFD pour permettre à 60 000 jeunes de créer leur entreprise. Donc ce sont ces relations d'égal à égal, de gagnant-gagnant, où chacun trouve son compte, que nous promouvons. Et vous savez, le programme Pass Africa, porté par la BPI, permet d'accompagner ces jeunes. Je citerai aussi, en parlant des diasporas, de l'avènement de Ancrage, une association, j'en profite pour saluer Moussa Camara, une association qui travaille énormément à l'endroit aussi des diasporas. Et puis, autre volet, et non des moindres, la mémoire. Travailler la mémoire, je disais tout à l'heure qu'il fallait que nous regardions la France et les pays du continent africain, notre passé en face, parce que c'est en se disant les choses, et notamment en les mettant sur des rapports mixtes, composés d'autant de spécialistes du pays concerné que de Français, en ouvrant les archives, par exemple, par rapport au massacre de Thiaroye, par exemple, par rapport aux événements qui a eu lieu au Cameroun entre 1945 et 1975. C'est comme ça que nous allons justement prétendre à mener ces sujets en commun. Et puis, d'autres points aussi que je voulais souligner en matière de gouvernance mondiale. Vous savez que les pays africains sont en demande de participer plus que cela, davantage, à la gouvernance des affaires du monde. Et là aussi, la France, le président de la République, Emmanuel Macron, eh bien, soutient énormément cette revendication des pays africains. Je conclurai avant de me faire engueuler. Non, je plaisante. Je ne le permettrai pas, monsieur. Je plaisante. Donc, vous le voyez dans ce mot introductif que j'ai voulu vraiment exprès relativement long pour dire ce qui se fait, parce que tout le monde ne le sait pas. Vous le voyez que notre partenariat avec les pays africains est riche et dense, et ce avec de nombreux pays francophones, mais pas que, aussi des pays non francophones. Donc, dans tous ces pays où j'ai eu l'honneur de me déplacer, que ce soit le Kenya, le Cameroun, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville, Afrique du Sud et également les pays de l'océan Indien, ce sont ces messages. Ce ne sont pas que des messages, parce que derrière, il y a aussi des projets. Je citerai le projet du barrage de Natchigal au Cameroun, un barrage là aussi cofinancé par la France, construit et qui fonctionne aussi grâce à des entreprises françaises. Eh bien, ce barrage va avoir pour résultat de fournir le Cameroun pour 30% de son électricité, et puis de créer 28 000 emplois. C'est du gagnant-gagnant des deux côtés. Et j'y vais donc avec, si je puis dire, ma double identité, avec une posture d'humilité, de sincérité, avec des illustrations de ce que nous faisons au quotidien. Et je vais faire la transition. Mon déplacement au Sénégal, c'était pour visiter l'avancement d'un projet de construction d'une piscine olympique, parce que le Sénégal va organiser pour la première fois, ça sera la première fois que ça se passera sur le continent africain, un événement, les Jeux olympiques de la jeunesse, et ça se passera au Sénégal. Et là aussi, en y allant,
avec cette posture, avec ce discours, avec cette sincérité, eh bien, je peux vous garantir que, contrairement à quelques idées reçues, il y a énormément de demandes de France et de demandes de relations avec la France. Voilà, madame. Merci. Pardonnez-moi d'avoir été long, mais c'était nécessaire pour mettre sur la table l'ensemble de ces sujets. Merci. Et puis... Vous avez vous-même de surcroît fait la transition avec Madame l'ambassadrice à laquelle je donne la parole sans plus tarder. Merci beaucoup. Je pense que le sujet de ce débat, c'est un sujet d'autant plus important que les impérialismes de diverses origines déroulent leurs projets non seulement dans le monde, mais aussi sur le continent africain. Et la vérité quand même, c'est que le développement implique une certaine stabilité. La stabilité est nécessaire au développement. Et donc cette demande de stabilité, on se doit d'y répondre, et justement pour y répondre, de rénover nos partenariats avec les pays africains. Parce que les pays africains, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde avec des problèmes, des ambitions qu'ils doivent pouvoir porter au niveau international. Je pense qu'on a aussi un peu oublié qu'il y a une petite transition qui s'est faite au sein de certaines sociétés africaines, en tout cas au Sénégal, c'est le cas. Les intérêts de ces pays sont maintenant complètement déterminés par des raisons endogènes, et c'est normal. Donc la politique étrangère de ces pays défend les intérêts endogènes des populations, et c'est normal. Donc là, je pense que certains pays africains sont passés dans une nouvelle phase de ce côté-là auquel il nous faut répondre. Le ministre en a parlé, la place de l'Afrique ou des pays africains, par exemple, au Conseil de sécurité, etc. C'est important que cette définition soit respectée et que les pays africains trouvent dans le système international la réponse aussi aux défis auxquels ils sont eux-mêmes confrontés. Et pour ça, je pense que vraiment la nécessité, c'est de remettre un peu à plat notre relation avec les pays africains. Je ne dis pas la relation entre la France et l'Afrique, parce que je trouve que c'est un peu une expression fourre-tout. Je dis avec les pays africains, parce que quand même, l'Afrique est vaste. Et pour ça, la question, c'est la concomitance des intérêts stratégiques, en fait, entre leurs intérêts stratégiques, nos intérêts stratégiques, leur définition. Et il y a plusieurs catégories de challenges. Il faut d'abord intégrer dans cette relation les enjeux qui dépassent la relation bilatérale, c'est-à-dire les enjeux globaux, tout ce qui est climatique, environnemental, c'est crucial. Donc il faut avoir avec les pays africains une conversation mondiale, une conversation globale. Il ne s'agit pas de leur parler que de ce qui se passe dans le pays d'à côté. Comme tous les autres acteurs, ce sont des acteurs mondiaux. Ensuite, il faut aussi certainement, moi je crois en tout cas, arriver à ce que les intérêts stratégiques des uns et des autres soient clairement définis. C'est une négociation, c'est une discussion pour arriver à quelque chose de gagnant-gagnant. On ne peut pas avancer, masquer sur ses intérêts stratégiques si l'autre en face a des attentes claires. Donc les attentes des deux parties doivent être claires et les intérêts stratégiques communs doivent être poursuivis. Et il y en a. Par exemple, le Sénégal est un pays côtier qui est extrêmement impacté par le réchauffement climatique et la montée des eaux. C'est des choses que nous partageons, les aires marines protégées. Enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous nous retrouvons. Et nous ne les abordons peut-être pas de la même façon, mais finalement, nos objectifs pour le monde peuvent être les mêmes. Et ça, c'est une conversation qu'il faut avoir, c'est une conversation qu'il faut avoir absolument. Et on a eu souvent tendance à limiter le dialogue à des choses qui étaient plus, africano-centrées. Ensuite, il y a les puissances régionales et continentales. L'Afrique a des puissances régionales et continentales avec lesquelles il faut discuter de manière d'égal à égal.
je veux dire, je ne les citerai pas pour ne pas faire de jaloux et de bourdes politiques, mais il y a, comme sur tous les continents, des puissances démographiques, des puissances politiques, des puissances économiques, avec lesquelles il faut développer les relations d'égal à égal. Le compromis et la négociation doivent être absolument au centre de notre relation. Et enfin, troisième point, qui me paraît assez important dans cette redéfinition, c'est l'affirmation claire de nos propres intérêts. Je veux dire, voilà, nous avons des intérêts et la recherche d'un compromis. Donc voilà, c'est l'essence même de la négociation. Et dans cette optique deuxième point, j'en ai que deux, hein, dans cette optique deuxième point, l'aide publique au développement, c'est finalement un bien commun dont la direction doit être définie en commun, avec non seulement les autorités de ces pays, mais également avec les populations de ces pays. Et c'est là que la jeunesse, la société civile entre en jeu. Le tête-à-tête, exécutif à exécutif, c'est terminé. Ça ne fonctionne plus. La jeunesse, notamment sénégalaise en tout cas, a des choses à dire, a des projets qu'elle porte, et il est important d'être aussi un interlocuteur pour cette jeunesse, notamment pour les projets qu'ils ont dans leur pays, mais aussi en termes de mobilité, hein, choisie, encadrée, on l'appelle comme on veut, mais une mobilité, en tout cas qui leur permette de vivre dans ce monde qui est aussi le leur, et aussi avec les diasporas, parce que si on regarde quand même l'apport des diasporas, financier des diasporas, c'est sans commune mesure avec le montant de l'aide publique au développement. Je crois que les diasporas, c'est 683 milliards de dollars, l'aide publique au développement 233 en 2013, en 2023. Donc, je veux dire, les diasporas, la manière dont elles conçoivent leur vie dans leur pays d'accueil comme dans leur pays d'origine, c'est un vecteur crucial de la relation. Donc je pense qu'en fait, la question, c'est de trouver la juste distance partagée. Et c'est un travail, hein, c'est un travail à la fois aussi de changement de mentalité et de perception, au fur et à mesure où les dirigeants, les jeunes Africains qui sont nés dans les années 86-2000 révolutionnent le monde. Et leur monde, nous, il faut qu'on puisse y répondre. Et justement, je pense que la réponse, c'est dans une juste distance partagée où chacun, dans ses intérêts, est à l'aise pour en discuter sans exclure l'autre. C'est un vrai travail diplomatique, en fait. C'est une vraie négociation, discussion, rapprochement, que ce soit avec les autorités comme avec les sociétés civiles. Et voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Nathalie, je te cède la parole. J'ai déjà présenté la fondation, etc., avant ton arrivée. Donc voilà, sens-toi libre de nous faire part de ta réflexion. Merci arrivé tardivement, Monsieur le Ministre, Madame Non, mais c'est l'ambassadeur. l'Eurostar, donc plus le métro français. Donc en plus, ah oui. ça n'a pas. Peut-être ce que je voudrais essayer de faire, c'est quelques commentaires sur les mots du panel France-Afrique, Afrique-France, et effectivement, rénovation, réimagination du partenariat. La notion de France-Afrique, on ne va pas se mentir, incontestablement, aujourd'hui, ça reste une connotation très négative. C'est vrai qu'on paye sûrement le prix d'erreur ou de dérive, et je crois qu'on paye aussi, d'une certaine façon, le prix de cette relation ancienne, qui n'a pas forcément su évoluer au même rythme que le continent africain. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé à une certaine époque, c'est j'entendais souvent de la bouche de journalistes africanistes chevronnés ou dans les élites françaises, mais dans le fond, à quoi ça sert de s'acharner à travailler en Afrique qui ne changera jamais? Alors que c'est vraiment l'inverse. En réalité, le continent africain a certainement changé beaucoup plus vite que nous. Et je crois que les principaux fondements, sinon les principes fondateurs de cette relation, ont quasiment disparu, ou en tout cas ils font l'objet d'une contestation, d'une remise en cause qui est parfois assez violente. Quand on parle d'histoire partagée, on aboutit assez rapidement sur la question de l'histoire coloniale. Quand on parle de langue partagée, force est de constater que le français n'est pas la langue la plus partagée sur le continent africain. Et puis aussi, il faut se poser la question de savoir si une langue partagée, c'est juste le français parlé par les Africains ou les langues africaines parlées par les Français.
Et là-dessus, on n'a pas beaucoup progressé. Il y a très peu de locuteurs de Bambara, de Peul ou de Swahili en France, beaucoup moins par exemple qu'en Chine. Alors vous me direz, c'est le nombre qui fait droit, mais tout de même. La présence militaire française, donc on ne peut pas échapper, si vous voulez, à constater que le départ forcé, sans doute tardif, pour ne pas dire la mise à la porte des bases françaises, où nos militaires ont fini par apparaître beaucoup trop souvent comme des troupes d'occupation, en tout cas auprès de la jeunesse africaine, dont on parle beaucoup, la présence économique, le retrait progressif des grandes entreprises du continent, quand elles restent, alors à l'exception de Total, bien sûr, mais quand on parle par exemple de CFAO est toujours présent sur le continent africain, mais enfin, il est quand même passé sous drapeau japonais. En étant absorbé par Toyota Tsusho Corporation. La disparition quasi générale maintenant de toutes les grandes banques françaises du continent africain, un sentiment de se concentrer sur la politique intérieure en Afrique, les élections, les mandats, les changements de constitution, la liberté des médias, la place des sociétés civiles, qui sont là aussi considérées comme des atteintes à la souveraineté par nos pays partenaires et en particulier à nouveau par la jeunesse africaine. Les réseaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mesurer que les réseaux qui ont fait cette France-Afrique, et il y en avait d'excellents et de très importants, que ce soit Saint-Cyr, l'école de guerre, l'école nationale d'administration, aujourd'hui ont été remplacés par HEC ou l'INSEAD, dans le meilleur des cas. Donc, ce n'est pas les mêmes réseaux. Alors, Afrique-France, l'inversion, on est passé de France-Afrique à Afrique-France, ça ne suffit pas tout à fait. Parce que dans le fond, le continent africain et les 54 pays qui le composent, ces pays sont chacun soucieux de leur souveraineté et ils acceptent assez mal finalement d'être englobés dans un grand tout parce qu'ils considèrent que c'est une relation très déséquilibrée et que la France devrait avoir avec je sais pas, le Malawi ou le Botswana exactement la même relation qu'avec le Sénégal ou l'Afrique du Sud ou le Maroc. La France, c'est moins de 70 millions d'habitants, c'est-à-dire la Tanzanie à peu près, comparé à 1,5 milliard sur le continent africain. Et puis enfin, l'importance de considérer le continent dans son ensemble. Et là, la césure qui perdure encore entre l'Afrique subsaharienne et Afrique du Nord accolée au Moyen-Orient, au ministère des Affaires étrangères, mais aussi dans la plupart des grandes entreprises françaises, n'est pas bien ressentie. En tout cas, ce n'est pas celle qui est pratiquée par nos concurrents, si je peux dire. Alors là, évidemment, ça peut paraître tout ça un peu négatif comme approche, et je crois que c'est important de la corriger par 2 points. Le premier, c'est qu'il faut faire un bilan, parce que malgré tout, le bilan de toutes ces années est positif. Il y a des choses positives à dire, à mesurer, mais il faut les dire. Pas juste, effectivement, être en position défensive, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas une spécificité française. On a exactement les mêmes difficultés aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique, je dirais même plus largement entre le continent africain et le monde occidental. En Europe, le focus actuel sur l'Ukraine, maintenant sur Gaza, le sentiment de, je ne sais pas comment on dit, double standard approach, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Le focus aussi, la focalisation sur les questions migratoires et l'atmosphère pénible qui en ressort. Et puis la priorité sécurité, je crois qu'il ne faut pas là encore se voiler la face. En 10 ans, la part de l'Afrique dans l'aide publique au développement a perdu 10 points. En 10 ans, les dépenses militaires globales ont augmenté de 37,5%. Et quand au dernier sommet de l'OTAN est prise la décision de porter à 3,5% du PNB des pays membres de l'OTAN les dépenses militaires, alors qu'aucun pratiquement n'a été en mesure de respecter l'objectif de 0,7% du PNB en matière d'aide publique au développement, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à faire passer. Enfin, en tout cas, qui ne passe pas très bien, ou en tout cas qui est reçu comme tel. Donc oui, incontestablement, tout ceci amène à la nécessité de définir un partenariat équilibré dont il faudrait arriver à redéfinir en fait les fondamentaux. Alors, quelques pistes très rapidement, ça va. Il faut changer de narratif.
Je crois que le monde de l'après-guerre mondiale, qui est celui qui a présidé à la création, à l'institution du système onusien et du système de Bretton Woods, c'est-à-dire un monde où des pays développés, en croissance, en paix, considéraient qu'il fallait qu'ils aident les pays moins sûrs, moins développés, ou un peu le réceptacle de toutes les crises possibles, catastrophes naturelles, épidémies, pauvreté endémique, j'en passe, et des meilleurs. Et en disant ça, c'était essentiellement l'Afrique, qui était considérée comme le réceptacle confiné de tous les malheurs du monde. C'est fini. C'est un monde qui est fini. Aujourd'hui, la guerre est en Europe. Les catastrophes naturelles dues au climat ou les pandémies ignorent superbement les frontières et les niveaux de revenus. Les crises sont des crises partagées. Et parce que ce sont des crises partagées, elles appellent des solutions partagées. Et on revient sur ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, et vous aussi, Madame l'Ambassadrice, la nécessité absolue d'intégrer l'Afrique, les pays africains, comme des partenaires incontournables de la mise en place de ces solutions. Je prendrai un exemple, la question climatique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire d'un côté, il y a le changement climatique, et donc il faut mettre en cause le développement. Pour un continent où 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie, mettre la priorité sur la mitigation et l'arrêt total des énergies fossiles n'est pas compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible non plus, c'est qu'en réalité, l'Afrique détient des actifs absolument considérables, des actifs verts considérables, et a vocation à être un acteur tout à fait considérable en matière de lutte contre le changement climatique, qu'il s'agisse des minerais critiques, du patrimoine en matière de biodiversité, la capacité de séquestration carbone. Tous ces sujets-là font que l'Afrique, les pays du continent africain, doivent être considérés comme des partenaires à part entière pour définir ces solutions, pas juste comme un continent vulnérable qu'il faut aider à s'en sortir et à parer aux catastrophes liées à un changement climatique dont ils sont extraordinairement peu responsables, si on regarde les choses de façon un peu réelle. Alors, changer de narratif, c'est aussi, je crois que vous l'avez vraiment très bien dit, c'est passer peut-être de la notion de valeur commune à la notion d'intérêt mutuel. Et quand je dis intérêt mutuel, ce n'est pas des intérêts identiques. C'est précisément parce qu'ils sont différents, avec des agendas différents, que la conversation devient intéressante. Et on sait bien qu'il n'y a pas de meilleur deal que celui qui part, a priori, d'intérêts très divergents à l'origine. La deuxième chose, c'est que la conversation autour des intérêts, et vous l'avez dit, il faut les exprimer, ces intérêts, est dans le fond une conversation qui amène à une meilleure confiance. Parce que la conversation sur les valeurs partagées, beaucoup moins. Les intérêts, chacun sait où il va, chacun sait ce qu'il met sur la table, chacun sait ce qu'il veut en retirer. Et d'une certaine façon, ça marche beaucoup mieux. Ça, je crois que c'est vraiment important de passer à cette notion de fondement sur des intérêts mutuels, mais d'accepter de ne pas avoir les mêmes agendas. Encore une fois, la conversation, par exemple, sur le climat ne peut pas être une conversation qui est la même au nord et au sud. Ce n'est pas possible. Ensuite, il faut sans doute changer de métrique. Quand je dis changer de métrique, ça veut dire qu'on ne peut pas résumer un partenariat. Une minute. Une minute. Alors, une minute. Changer de métrique, c'est ne pas résumer un partenariat à des montants financiers. D'abord parce qu'ils sont de moins en moins respectés, donc ça attire de plus en plus la défiance. Et ensuite parce que ce n'est pas ça le partenariat. Le partenariat, c'est des échanges d'expertise, c'est de l'assistance technique, c'est de la coopération. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Ne pas définir l'offre, mais regarder la demande et examiner la concurrence, voir en quoi l'offre de la France présente un avantage comparatif. Élargir le tour de table. Le secteur privé, mais pas uniquement pour lui demander de l'argent. Les collectivités locales, parce que ce sont des grands acteurs. Les sociétés civiles, mais pas uniquement la diaspora. Les sociétés locales aussi. Créer en fait des coalitions différenciées selon les sujets sur la table. Voilà. Pour terminer, je dirais que je rappellerai 2 citations. La première, c'est qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Il n'y a pas de changement sans crise. On est dans une crise actuelle de la relation. C'est l'opportunité de changer et de repartir du bon pied. Et deuxièmement, il faut que tout change pour que tout continue. Voilà, merci.
Merci infiniment à tous les trois, et ce à quoi l'on vient d'assister confirme ce que j'indiquais en introduction, c'est-à-dire la richesse d'un échange de perspectives entre des acteurs qui considèrent le continent sous des angles différents. Donc il nous reste environ 25 minutes pour discuter, et je vais me permettre de rebondir sur les propos de chacun d'entre vous, mais n'hésitez pas les uns et les autres si vous voulez compléter ce qui a été dit, parce qu'il y a aussi des éléments communs à vos différentes interventions. J'ai particulièrement apprécié, monsieur le ministre, la façon dont vous avez évoqué l'importance des références culturelles qui, à mon avis, échappent très souvent aux partenaires internationaux, quels qu'ils soient. Vous avez parlé notamment de votre capacité à échanger en langue swahili, ce qui n'apparaît pas forcément immédiatement évident. Donc ma question, la première, serait la suivante, et elle renvoie quand même aussi à cette question des normes. Parce que moi, je suis en léger désaccord avec toi sur la question des normes. Pour moi, elle reste absolument essentielle, mais je pense qu'il faut sortir de l'idée selon laquelle la norme est forcément libérale. La norme, elle peut être autoritaire, mais en tout cas, la norme, et notamment pour ce qui concerne quelque chose qui préoccupe la diplomatie française, que vous avez évoqué, les droits de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas besoin de reconstruire des normes universelles à partir de références à des spécificités locales? Vous nous avez parlé de ce qui fait la culture maoré. Par exemple, dans la région du Sahel, vous avez la charte du Kourougan-Fouga qui parle aussi d'un certain nombre de normes. Est-ce que vous avez l'impression que l'Afrique peut aussi contribuer à construire l'universel à partir de ses propres spécificités, en les mettant en avant en tant que telles, et non pas en les habillant sous des oripeaux qui correspondent à ce qui est attendu des partenaires internationaux? Question très philosophique. Oui. Les normes, moi j'en perçois deux sortes. D'abord les normes que l'on se donne, infralégislatives souvent, pour la sécurité alimentaire, par exemple. Mais votre question porte plus sur les normes universelles. Et ces normes universelles, qui sont aujourd'hui rejetées, alors que souvent, pas qu'en Afrique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je m'occupe de la francophonie, et au sein de la francophonie, nous avons 93 États et gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et dans cet espace, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces valeurs, moi je préfère parler de valeurs, sont défendues. Alors il ne faudrait pas s'arrêter sur les quelques pays qui ont par exemple choisi de tourner le dos au système démocratique, qui est perfectible, mais les valeurs de solidarité internationale, vous en parliez tout à l'heure avec l'aide publique au développement, les valeurs de paix, les valeurs de liberté entre les femmes et les hommes, de miser sur l'éducation, mais plus que jamais, nous devons insister sur ces valeurs. D'ailleurs, au dernier sommet de la francophonie que nous avons organisé en octobre de l'année dernière, les 93 États et gouvernements dont je vous parle ont signé une déclaration de solidarité à l'égard du Liban. C'est quelque chose qui est passé sous certains radars, mais qu'il convient de rappeler ici. Ensuite, une fois qu'on a acclamé ces principes et qu'on fait tout ce qui est possible pour les défendre, chaque pays choisit la trajectoire qu'elle souhaite par rapport à ces valeurs. Mais dire que parce que
ce n'est pas ce que vous avez dit, mais j'irai presque encore. Parce qu'il y a des coups d'État, parce qu'il y a des dictatures, parce qu'on on continue dans certains pays à pénaliser l'homosexualité, parce que certains pays ne sont pas favorables à l'égalité entre les femmes et les hommes, il faudrait baisser les standards. Non. Ah, c'était pas du tout au contraire, hein, c'était au contraire. Au contraire, plus que jamais, notre pays, qui est la patrie des droits de l'homme, eux-mêmes issus du siècle des Lumières, plus que jamais, nous devons camper sur nos positions et sans avoir la prétention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Aujourd'hui, quand je vois à quel point le droit international est piétiné par un pays comme la Russie, aujourd'hui, quand je vois à quel point le droit international commercial est remis en cause par la politique du président Trump, faisons tout pour revenir au standard qui a prévalu à la sortie depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et les améliorer. Tout est améliorable, mais je pense que c'est vers cette voie-là qu'il faudrait tendre. C'était exactement le sens de ma question et la façon dont l'Afrique peut contribuer à renforcer ce socle universel commun. L'Afrique a son mot, tout à fait. Mot à dire. Avec ses propres spécificités tout aussi. À fait. Mais je pense qu'en continuant à traiter d'égal à égal, en continuant à respecter nos partenaires, les pays que nous avons en face, vous savez, avec le dialogue, on finit par y arriver. Merci. Nathalie, j'en profite pour élargir parce que ce que tu disais m'a paru aussi fondamental, c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'Afrique a changé sans qu'on ne s'en aperçoive en réalité. Hein. C'est comme ça que tu as introduit ton intervention. Moi, je pense aussi qu'on a vu éclater de manière assez violente, en effet, hein, des revendications assez agressive dans un certain nombre de pays, mais qu'en réalité, d'abord, le continent a multiplié ses partenariats avec l'extérieur sans que les Européens, et pour moi ce n'est pas que la France effectivement, hein, parce que la France souvent se bat la coulpe, alors que, en effet, je pense qu'il y a un rejet beaucoup plus large des partenaires traditionnels, que moi je qualifiais jusque-là de transatlantiques, mais étant donné ce qui se produit dans la relation transatlantique, l'expression n'est plus très juste, mais effectivement, si on regarde les relations avec la Turquie, avec la Chine, avec tous les pays du Golfe, ce sont des relations qui se sont tissées depuis 25 voire 40 ans en réalité. Et c'est ça qui émerge aujourd'hui. Donc voilà, donc je voulais aussi que tu élabores un peu plus là-dessus et bien sûr que tu réagisses sur cette question de normes, valeurs. Voilà. Merci. Alors d'abord, oui, je préfère le mot valeur au mot norme, incontestablement. Enfin, je pense que c'est mieux. Je pense que quand on dit valeur commune, en fait, on dit de moins en moins valeur commune, on dit maintenant valeur partagée, mais il faut vraiment qu'elle soit partagée. Et je pense, pour répondre à ta première question, qu'on a beaucoup à apprendre de l'Afrique en termes de valeurs. C'était le sens de ma question. Moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. C'est clair, on a beaucoup à apprendre. Je pense aussi qu'il ne faut pas confondre le principe et le système. Je prends l'exemple de la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on ait un débat. Pour défendre le principe démocratique, et pour défendre le principe multilatéral, il faut changer le système. Sinon, on n'y arrivera pas. Absolument. Il faut qu'on définisse ensemble, qu'on essaye de comprendre ce que représente, ce que ça signifie, démocratie ou multilatéralisme. Et à partir de là seulement, effectivement, arriver à trouver un meilleur système qui soit plus adapté au monde actuel. Je crois que c'est très important. On ne peut pas résumer la démocratie à la tenue d'élections exécutives tenues tous les 5, 10 ans, dans les meilleurs des cas, et considérées comme libres et transparentes par des observateurs extérieurs qui souvent mettent le pied sur le pays uniquement au moment des élections. Ça ne marche pas. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Donc il y a ce sujet-là. Pour préserver, pour sauver le principe, il faut absolument changer le système. Sur la question des coups d'État, c'est la même chose. Intervenir au moment du coup d'État juste pour le condamner, c'est déjà trop tard. C'est avant qu'il faut regarder les signaux d'alerte sur l'effondrement du respect des principes démocratiques,
même si c'est par un gouvernement qui a été considéré comme démocratiquement élu, mais juste demander le retour à l'ordre constitutionnel, ça passe difficilement. Alors, sur ce que tu évoques sur le changement de l'Afrique, honnêtement, c'est considérable. Ne serait-ce que démographiquement, à la fin de ce siècle, la seule jeunesse africaine sera équivalente au double de la population européenne. Donc la vérité, d'une certaine façon, c'est que ce qui se passe, c'est un conflit de génération au niveau mondial. Enfin, en tout cas, au niveau conflit de génération entre un vieux continent, l'Europe, un continent vieillissant, dont la population va être de plus en plus dépendante, et un continent jeune. C'est un conflit entre un continent ou un pays pour qui le maître mot, c'est sécurité et stabilité. Je veux préserver mes avantages. Je les ai acquis, je veux les garder. D'où d'ailleurs la problématique des migrations. Et un continent jeune dont le maître mot, c'est changement. Tant qu'on continuera d'opposer la sécurité de l'un au changement de l'autre, on n'arrivera pas à trouver un socle commun. Je crois que c'est vraiment important. Le dernier point que je voulais mentionner sur effectivement la multiplication des partenaires, et ça fait très longtemps que c'est le cas, et c'est pas simplement la Chine, c'est l'Inde, c'est la Corée du Sud, ni la Russie, c'est l'Inde, la Corée du Sud, la Turquie, les pays du Golfe, l'Indonésie. Tout le monde se précipite aujourd'hui sur le continent africain, pas par amitié, pas par fidélité historique ou par devoir moral, par intérêt. Je crois que quand on mesure bien ça, on mesure effectivement aujourd'hui l'évolution du continent africain. Absolument. Merci. Madame l'ambassadrice, vous avez parlé notamment de la concomitance des intérêts stratégiques. Et il me semble que c'est une question qui est fondamentale, parce que moi, pour avoir un peu travaillé sur les questions sahéliennes, je pense que ce qui s'est produit parmi beaucoup d'autres choses, c'est une divergence en réalité des visions stratégiques. Les partenaires français ou plus largement européens ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les autorités locales, y compris quand elles avaient été désignées dans les urnes, puisqu'elles n'en étaient pas pour autant démocratiques, comme Nathalie vient de le mentionner. Donc sur cette question de travail pour faire converger justement des intérêts, ou en tout cas des visions stratégiques, vous avez commencé à esquisser un exemple, celui des espaces maritimes. Je sais que la question de la pêche, par exemple, est fondamentale. Il y a ce doyen Karim El Anaoui qui est là, il y a cette fameuse initiative euro-atlantique qui est extrêmement intéressante aussi. Voilà, comment vous, depuis la position que vous occupez au Sénégal, vous voyez la façon de concrètement matérialiser cette convergence des visions stratégiques dans certains domaines, évidemment. Je pense que d'abord, il faut avoir une claire définition de ses propres intérêts stratégiques avant de pouvoir discuter. Et vous l'avez dit clairement aussi, d'ailleurs. Voilà. Et je pense qu'on a, notamment avec le Sénégal, beaucoup de points communs sur les conséquences dramatique pour certaines populations du réchauffement climatique. Je suis totalement d'accord avec Madame de la Palme pour dire qu'on ne peut pas tenir un discours du style passer au solaire et ne vous occupez pas du gaz quand on en produit. Donc les Sénégalais en produisent, donc veulent évidemment développer le gaz, qui est déjà mieux d'ailleurs que le fioul. Donc mais ça veut dire ça qu'on écoute aussi ce qu'on nous dit et qu'on prend en compte les réalités géopolitiques qui sont sous nos yeux. Et donc, moi, je pense que le climat, c'est une des choses les plus importantes, parce que d'abord, c'est un bien commun, et fédératrice, source d'intérêt commun. Il y a la sécurité aussi, la sécurité, pas la sécurité bêtement comprise comme la personne qui vous vole votre sac, mais la sécurité de la région. Oui. Et nous partageons avec notamment les Sénégalais les inquiétudes que l'on sait sur les sujets qui se passent à l'Est. Je veux dire, il y a la sécurité aussi économique. C'est pour ça que je disais que la stabilité, pour moi, la stabilité, c'est pas la stagnation. La stabilité, c'est que les règles du jeu, notamment économiques, soient suffisamment stables, claires, pour que les entreprises, parce que c'est les entreprises, c'est le secteur privé qui tire le développement. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. Ce ne sont plus les États qui tirent le développement.
c'est le secteur privé. Pour que le secteur privé travaille, il faut que les règles du jeu soient claires et que les règles du jeu soient justes pour tout le monde. Donc là aussi, il y a des vrais enjeux, et notamment, et aussi par exemple sur la propriété intellectuelle. Il y a des vrais enjeux en Afrique sur la propriété intellectuelle. Tous ces sujets, c'est des sujets que finalement, il y a encore 15 ans, on n'abordait pas avec les pays africains. On leur parlait de ce qui se passait dans le pays d'à côté. Ou chez eux. Et est-ce que vous pensez que le coup d'État, ceci, cela. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, et c'est une conversation d'un autre niveau. Donc pratiquement tous les sujets sont susceptibles d'être traités, puisque nous sommes rentrés dans un monde où les menaces communes, planétaires, sont plus importantes finalement que les menaces nationales. Enfin, ça fait longtemps, mais là, c'est tellement visible que ça n'échappe à personne. Non, mais c'est particulièrement intéressant parce qu'on est dans un contexte aussi international de crise grave du multilatéralisme. Et en effet, vous-même qui êtes dans une position diplomatique bilatérale, vous voyez la nécessité d'élargir effectivement les discussions, soit à l'espace régional, soit à l'espace international, dans la relation même que vous entretenez avec le pays partenaire. Donc c'est essentiel, hein, à mon avis, de souligner ce genre de problématique, et on l'entend assez peu. Un autre élément, j'ai pas encore eu de message dans l'oreillette, mais je pense que ça va vite venir, ça va vite arriver. Voilà, 5 minutes, j'étais sûre, on vient de me le dire dans l'oreillette. Donc je voudrais qu'on essaie de clore cette discussion par un thème que vous avez plus ou moins de manière transversale abordé les uns et les autres, c'est la question des sociétés civiles et des diasporas. Et la façon dont Nathalie l'a abordée n'est absolument pas celle dont Monsieur le ministre l'a fait. Et d'une certaine façon, Madame l'ambassadrice l'a fait également à sa façon. J'ai une question. Est-ce que la question s'adresserait d'ailleurs plutôt à vous deux d'abord. Est-ce que la diplomatie française se rend compte de la diversité de cette société civile qui, pour moi, aujourd'hui, n'a plus tellement de sens en tant que telle. C'est-à-dire que moi, le constat que j'ai fait, qui peut être faux, qui peut être juste, mais voilà, je voudrais que vous me donniez votre sentiment sur ce point de vue-là, c'est que la société civile, elle est devenue majoritairement, dans un assez grand nombre de pays africains, en tout cas francophones, majoritairement souverainiste, néo-panafricaniste, patriote, et que la société civile qui est progressivement marginalisée, c'est celle justement qui défend souvent des valeurs beaucoup plus libérales. Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez et est-ce que vous arrivez à dialoguer avec justement ces segments de la société civile, mais aussi des diasporas, parce que je pense que c'est vrai aussi parmi les diasporas, toutes les diasporas ne sont pas forcément ouvertes à participer à un dialogue de la France avec le pays d'origine. Il y a des membres des diasporas qui sont aussi assez braqués contre la France elle-même, on ne le dit pas forcément suffisamment. Et est-ce que vous sentez des possibilités d'inventer un type de dialogue avec des acteurs qui ne sont pas acquis aux valeurs précisément que nous défendons ? Au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, un travail énorme est fait à l'endroit à la fois des diasporas, effectivement, qui sont diverses, et des sociétés civiles. Dans le cadre de certaines de nos stratégies, nous les consultons. Nous allons jusqu'à les consulter, notamment notre stratégie sur la diplomatie féministe, notre stratégie à l'égard des divers pays. Et souvent, les diasporas restent notre seul interlocuteur lorsque la relation institutionnelle est mauvaise. Et c'est par leur intermédiaire que nous maintenons le dialogue. Et dans le cadre de la recherche de nouvelles sources de financement, des partenariats, parce qu'il y a un constat quand même qu'il faut rappeler, c'est que les besoins en matière de défis globaux, que ce soit en matière de santé, en matière climatique, sont énormes et ne cessent de grimper
tandis que les ressources s'atténuent. Et il y a une réflexion qui est menée actuellement, notamment des banques publiques de développement du monde entier, pour davantage fructifier l'apport de l'épargne, notamment des diasporas. Il y a une réflexion qui est menée pour davantage la structurer et la fructifier. Donc je peux vous assurer que ce travail, nous le menons au quotidien pour maintenir le lien. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice. Sur la radicalisation, de toute façon, le monde se radicalise. Alors, entièrement d'accord, absolument. L'Afrique est dans le monde. Et vous l'avez dit tout de suite, et c'est fondamental, et j'aurais dû le souligner, et merci en effet. Voilà, donc certes, les sociétés, certaines, moi je ne dis plus la société civile, moi je dis les sociétés civiles. Oui, il y a des gens, mais l'essence même du travail... de notre travail, c'est bien de parler aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que si on parle aux gens qui sont d'accord avec nous, on va vite quand même tourner en rond. Donc, pour avancer, il faut discuter. Mais je ne sens pas vraiment une... Enfin, il y a la radicalisation, surtout quand on pense à une jeunesse qui n'a pas de perspective, quoi. C'est-à-dire qui ne trouve pas sa place, qui n'a pas sa place dans son pays, qui n'aura pas une place ailleurs puisque les murs se ferment, forcément, ça quand même, ça donne un peu, comme disent les jeunes, la rage. Mais la vérité, c'est que moi, je ne sens pas une vraie radicalité. Okay. Les gens veulent qu'on les écoute. On veut, et c'est normal. Je veux dire, nous, quand nous étions jeunes, ça fait longtemps. Enfin, moi, quand j'étais jeune, ça fait longtemps. Je détestais quand on me disait c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, il y a tout un système mondial qui avait tendance à dire quand même c'est comme ça et pas autrement. Et ça marche plus. Voilà. Et c'est bien. Merci beaucoup. Donc vraiment, le dernier mot de conclusion est pour toi, Nathalie. Peut-être sur cette question de la migration, et on arrête tout de suite dans une minute, qui est essentielle. Et il me semble que la France est dans une position particulière par rapport à d'autres pays. La France, c'est pas l'Italie. La France, elle a un message universel, elle a une prétention à la diffusion de sa culture, de son modèle, qui la place dans une posture qui est peut-être un peu plus compliquée que pour d'autres États, notamment européens. Donc voilà, juste ton avis sur ce sujet, mais vraiment 30 secondes, pardon. Parce qu'il faudrait une nouvelle session pour parler de migration. Juste un mot sur ce que vient de dire Christine. La démocratie, c'est précisément ça, c'est écouter tout le monde. Donc si effectivement on veut défendre la démocratie, il faut d'abord commencer par écouter tout le monde. À mon avis, ça serait déjà bien. Sur l'immigration, que dire ? Je crois que effectivement, la France a une position très, très particulière et je dirais très constructive sur ce sujet-là qu'il faut continuer à défendre parce qu'elle est de plus en plus difficile à défendre. Je crois qu'il faut revenir au fait. L'immigration africaine, d'abord l'immigration, ça fonde l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé, c'est pas une crise nouvelle. Ça a même forgé les nations et les richesses, à la fois des nations et des individus. L'immigration africaine, 70% des migrants africains migrent à l'intérieur de leur propre continent. Ils ne viennent pas envahir les rivages européens, ce sont des migrations économiques. Et donc, une chose qu'on pourrait regarder, c'est d'abord séparer complètement les migrations irrégulières des migrations régulières et traiter les migrations régulières sous l'angle de la mobilité. La mobilité, c'est essentiel. Alors, je ne vais pas... Non, on ne peut plus. Mais voilà, je voulais juste te dire un mot. Donc, applaudissez, s'il vous plaît, ce panéliste. Et puis... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous allez assister à une innovation de la fabrique de la diplomatie, puisque la restitution de cette table ronde va vous être faite par des comédiens de la compagnie À nous de jouer. Hein ? Qu'est-ce que tu as fait du sucre ? Le sucre, je l'ai rangé, j'ai un peu changé, comme tu m'as dit qu'il fallait changer, j'ai changé. Oui, mais si tu fais toujours ton organisation et que tu regardes jamais la mienne, il est trop haut le sucre pour moi, là. Hein ? Le sucre est trop haut pour moi, à chaque fois ça me demande un effort. Je vais t'aider, il faut que tu demandes, c'est tout. Je vais fermer les fenêtres, il y a un bruit. Écoute, attends, je savais pas comment te le dire, mais il y a moyen que je quitte la coloc. Quoi ? Je crois que je vais quitter la coloc. J'en ai trouvé une un peu plus grande, avec des gens un peu plus jeunes et qui sont un peu plus à l'écoute de mon fonctionnement. Ah non, mais c'est pas possible. On allait faire une réunion. D'ailleurs, où est Sophie ? Je crois qu'elle est en retard. Elle a dû avoir des problèmes de transport. Pardon, me voilà. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, j'ai loupé
un truc important Non, on allait peut-être. commencer la réunion, mais surtout, Oh non. Annabelle me disait qu'elle allait peut-être quitter la coloc. Ouais, Qu'est-ce je que c'est suis que cette désolée. histoire En fait, c'est pas contre vous hein, particulièrement, mais il y a plus d'avantages dans l'autre coloc en fait. Non mais attends, moi en tant que chef de la coloc, et je veux bien d'ailleurs, je veux bien démissionner parce que je viens d'apprendre qu'il y a un prix si on quitte notre poste. Donc je veux bien démissionner de mon Ouais, poste c'est de vrai, on avait coloc. mis ça en place. Hein, mais je voudrais commencer cette réunion et Je trouve qu'il y a trop de règles, trop de radicalité dans tout ça. Voilà, soyons peut-être plus C'est vrai. à l'écoute les uns des autres, peut-être Je pense que ça serait bien. plus souple. alors plus- justement, Dans le je partage. voulais faire un petit point introductif. J'en ai pas pour longtemps. J'ai pris quelques notes. Ah. Alors, D'abord, je voudrais dire que moi, j'ai toujours vécu dans cette coloc. Alors, Oui. je vivais dans la petite chambre de là-bas. Hein, Mais c'est pas- super. pas Je dois dans aller la me grande chambre, coucher, voilà. enfin, Mais j'ai pas un trop jour, le temps. j'ai fait du vélo et je suis tombé par terre. Attends, je n'ai pas pour longtemps. C'est Et, très bien. Et non, ce que je voulais dire aussi, c'est que. non, Génial. parce que ma mère, Oui, vous super. savez ce qu'elle me disait Elle Oui. me disait, brosse-toi les dents le matin. On Et adore toutes ces voilà. histoires. Non, mais j'en ai pas pour longtemps. Non, Non, j'ai mais pas- écoutez, Non, mais non, c'est important de poser le cadre. J'ai mis un message sur le WhatsApp Non, de mais la enfin, laissez-moi diaspora. parler, Ils sont enfin. d'accord avec moi. C'est pas plus mal si je change de coloc. De toute façon, ça nous fait nous répartir un peu plus. Et puis comme ça, on connaît mieux les quartiers. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire déjà, vous avez viré Jean-Jacques là, qui était bon, il était flic, mais au moins il y avait de l'ordre dans cette coloc. Vous l'avez viré, vous l'avez mis à la porte. de toute façon, moi de mon côté, je vais doubler. Voilà, Comment en termes de population, je vais augmenter. T'es Voilà. enceinte? Oui. On va avoir 2 fois plus de jeunes dans la coloc. Ça, c'est Ça va. Mais c'est- Donc je vais bien prendre ta chambre, mais payer le même loyer. Voilà, pensons intérêt mutuel, Bah oui. pas beaucoup payer. Ok, mais ce qui est important de toute façon, c'est faut pas confondre le principe et le système. Je suis d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais c'est important. Peut-être qu'on pourrait mettre en place une forme d'entrepreneuriat pour améliorer un peu plus chaque jour la manière dont on organise la coloc. Par exemple, moi j'aime bien lire avec ma musique. C'est ma musique, c'est mon truc à moi. Je Mais sais tu que veux pas écouter plutôt notre musique? Ouais, Mais- c'est parce que c'est notre musique et c'est nos livres. Tu vois, mais on te donne notre musique et on te donne nos livres. Bah, peut-être qu'on pourrait faire un jour mes livres, un jour les tiens, et puis on partage. Tu veux qu'on inverse? Et tu resterais si on faisait ça? Peut-être, ouais, il y a des chances. Et si on finançait un peu, je sais pas, si tu veux monter une entreprise par exemple, on pourrait te donner 60 millions d'euros. En fait, j'ai déjà commencé. Ah bon? Ouais, avec des jeunes de mon école, mais je serais ravie que vous participiez à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Je pourrais pas. On peut essayer un petit peu. Ok, et, en fait, je pense que si on arrive à juste bien se comprendre pour trouver le bon endroit de négociation sans se mêler des affaires des autres, le commun, c'est le commun, et chacun a ses petits moments à lui. En tout cas, c'est important d'avoir discuté de nos désaccords, parce que Ouais. ça sert à rien de parler de. Ouais. Parce que c'est important, c'est parce qu'il faut que tout change pour que tout continue. Et par Exactement. contre, il y a un point sur lequel je suis vraiment pas d'accord. Installer des panneaux solaires sur le toit alors qu'on a le gaz gratos, c'est pas possible. C'est vrai. Hein, c'est pas possible. Merci. Merci.